Un grand courant d'amour parcourt le monde. Et ce courant d'amour, il passe beaucoup par les relations mère-fille. Des relations qui sont en pleine transformation. J'ai invité 4 personnes pour nous parler de la mère qu'elles ont eue et de la mère qu'elles sont devenues. Toutes des mères de filles. Jody Richards, Nathalie Choquette, Joe Beaucamp, Marcia Pilote. Elles vont nous parler de cette nécessité de se coller pour ressembler au pareil à soi, qu'est la mère, et la nécessité aussi de s'en différencier pour devenir soi-même. Bonjour, bien, je suis Jo Beaucamp, chanteuse, comédienne. J'ai 46 ans et j'ai une grande fille de 11 ans. Et j'ai aussi une maman qui est mon ange et qui s'appelle Lulu et que j'aime beaucoup. Je m'appelle Nathalie Choquette, j'ai 45 ans. Je suis chanteuse d'opéra et humoriste et j'ai 3 filles qui ont 20 ans, 6 ans et 3 ans. Je m'appelle Judy Richards, je suis une fille qui a déjà 54 ans. J'ai 3 filles, dont une qui a 25, la deuxième a 23, la troisième a 17 ans. Et j'ai une mère magnifique qui habite Toronto, qui a 82 ans, elle est tout à fait vivante. Bonjour, mon nom est Marcia Pilote, j'ai 36 ans, je suis une animatrice, une chroniqueuse, mais je suis surtout la mère de 2 belles grandes filles, une de 17 ans qui s'appelle Adèle et une petite de 7 ans qui s'appelle Madeleine, et j'ai aussi une maman qui s'appelle Lucie et que j'aime beaucoup. Bienvenue. Bonjour. Très content que vous ayez accepté mon invitation pour me renseigner, moi qui suis un homme, sur les relations mère-fille, pour que je les sente un petit peu mieux. J'ai invité chacun à amener un objet qui symbolisait la relation qu'elle a eue avec sa propre mère. Alors, c'est la première partie de notre émission, vous en tant que mère. Alors, on va commencer chacun à présenter son objet. Alors, qui veut commencer? Je peux y aller, moi. Vas-y, merci. Alors moi, l'objet se trouve sur moi. Oui. Et c'est une pince à linge. J'ai choisi cet objet-là car la semaine dernière, je suis sortie avec ma mère. On se voit beaucoup. Là, on se voit 3-4 fois par semaine, puis on s'envoie des emails et tout ça. Et là, on était allés à une réunion un vendredi soir. Et le samedi matin, on allait faire le tour des marchés aux puces. Alors, elle arrive dans mon auto et elle a une pince à linge avec un papier qui est accroché après. Puis là, elle est assise comme ça, puis là, je conduis. Un moment donné, je vois la pince. Ma mère, quand elle a quelque chose à nous dire, elle se met une pince à linge là, pour qu'on lui demande pourquoi tu as une pince à linge. Puis là, elle nous dit ce qu'elle a à dire. Puis quand j'étais petite, j'arrivais de l'école et après le rideau de la cuisine, il y avait 3-4 pinces à linge avec un titre de livre qu'elle avait entendu à la radio, puis elle voulait qu'on lise ça, une citation, et un flash qu'elle avait eu dans la journée. Donc, mon enfance, moi, est ponctuée de pinces à linge un peu partout, après les rideaux, après les manches de ma mère. Et c'est un symbole pour moi aussi de communication et d'ouverture sur le monde et de je voudrais donc que tu lises tel livre et je voudrais donc que je voudrais te communiquer telle chose. Donc, la fameuse fois dans l'auto, je vois qu'elle a une pince à linge par-dessus son manteau d'hiver. Et là, je fais « As-tu quelque chose à me dire, Lucie? » Elle dit « Bien, justement, Marcia, hier, quand tu as dit telle chose, j'ai pas aimé ça, je me suis mal sentie. » Puis j'avais fait une blague à propos de ses cheveux. Et moi, j'étais sûre que c'était une blague. Puis elle a pas aimé ça. Alors là, ça a permis, la pince à linge, de régler ça. Alors, ça permet de régler à mesure. Donc, pour moi, c'est vraiment le symbole de la communication et de réglons donc nos choses à mesure. Et moi-même, j'ai commencé ça avec mes filles. Et moi, je pensais que la pince était liée à un drap dehors. Non. Ben oui, c'est ça, c'est surprenant. Non. Merci beaucoup. Casser la glace. Beau témoignage. Toi, t'as vraiment fait J'ai dit, vas-y donc, puisque tu parles, comment ça s'est passé? Justement, mon objet, c'est pas vraiment un objet, c'est un clipping de journal d'il y a quelques années. C'est ma mère, ici, là.
Des deux, ça serait elle. Et elle est comédienne à Toronto. Et elle est la voix de Rudolph. Elle est Rudolph pour moi. Elle est le underdog. Elle restera toujours l'enfant qui est dans le petit reine au nez rouge, qui a le nez rouge, qui sent pas bien avec ça. Et elle chante toujours dans ma tête comme un enfant parce que c'est vraiment la voix de Rudolph. Je n'essayerai pas de le faire là moi-même. Mais ça fait comme un enfant. Rudolph, moi, je ne connais pas Rudolph. C'est un petit Renaud. Oui, c'est un film qui passe à tous les Noëls. À la télévision. Et pour moi, elle est l'éternel enfant. En plus, elle a 5 pieds. Elle n'est pas plus grande que 2 pommes. Et puis, super, mais extraordinaire aussi. Bien, moi, j'ai apporté un ange parce que pour moi, ma mère, c'est un ange. C'est une des personnes que j'admire le plus, pour ne pas dire, c'est probablement la personne que j'admire le plus parce que c'est une personne qui m'a appris la générosité beaucoup, qui m'a appris à donner sans attendre. Ma mère, c'est ça. Si je peux l'appeler, lui dire « Maman, je pars en voyage, tu viens-tu avec moi? » Puis elle va prendre sa valise, parce que j'ai hésité entre une valise puis un ange. Je voulais trouver un ange avec une valise, parce que ma mère, c'est ça, elle est toujours prête. Elle a toujours quelque chose dans sa valise pour t'aider. Elle a toujours... Ah, t'en as pas, attends, je vais aller chercher. Mais toi, t'es où dans la famille? Comment il y avait d'enfants? Moi, je suis la seule fille. J'ai 2 frères, un grand puis un petit, qui sont tous les 2 des 6 pieds, mais j'étais la seule fille. Et longtemps, j'ai voulu une sœur, mais un jour, je pense que j'ai commencé à aimer beaucoup être fille unique parce que j'ai été très gâtée, j'ai été très choyée. Ma mère, ça m'a tout le temps encouragée qu'elle soit là, parce que je me disais, c'est tellement... valorisant pour un enfant de sentir que ta mère puis ton père sont en admiration avec toi, qui apprécient le travail que tu fais. Même si on a tous des doutes, moi j'ai des doutes aussi sur ce que je fais et tout ça, mais il y a quelque part en dedans de moi que je sens qu'il y a une base de confiance à travers tous ces doutes-là. Donc, je le dois beaucoup à mes anges, puis à ma mère, qui est mon ange. Merci, Dieu. Nathalie? Alors, j'ai apporté cette petite chose parce que je trouve ça tellement mignon. Et c'est comme ça que je vois ma mère. Elle est tellement mignonne. Pour moi, je pense que je me suis toujours sentie un petit peu protectrice envers ma mère. Dès ma naissance, disons... Bon, moi, je suis née en septembre et elle a perdu sa mère 1 mois avant ma naissance. Et elle n'a pas pu aller, donc, ni aider sa mère pendant sa maladie, ni aller aux funérailles, rien. Et je sais pas, j'ai toujours senti comme... je sais pas si c'est ça, mais quand je suis née, il me semble que j'étais là comme pour consoler ma mère. Et toute ma vie, j'ai toujours été sensible à quand elle avait du chagrin. J'essayais toujours de la faire rire. Je commençais toujours par essayer de la faire rire. Puis je pense que ça s'est resté, ça s'est projeté même dans ma carrière. C'est comme quelque chose de très, très important pour moi de remonter le moral. Et en même temps, maman, là, c'est pas une personne directe. Alors là, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elle ne va jamais nous dire qu'est-ce que c'est. C'est nous qui devons deviner. Peut-être que ça va sortir comme beaucoup plus tard. Mais elle utilisait beaucoup aussi de petits personnages. Tout était transposé de façon artistique. C'était jamais ou fantaisiste. On n'avait jamais l'heure juste avec maman. Mais on savait qu'on était aimés. Ça, il n'y avait aucun doute là-dessus. Mais pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas, alors souvent, je pensais que c'était à cause de moi. Puis encore là, je me disais, bon, mais qu'est-ce que je peux faire? Et je pense que tout ça, ça a probablement accentué chez moi ce désir de consoler, de faire quelque chose pour que ça change. Et par contre, les jeux là, avec des petits personnages comme ça, là, je trouve ça me fait tellement penser à maman. Elle jouait beaucoup avec nous, avec toutes des petites choses fines, délicates, des couleurs, des fleurs. Il y avait toujours un environnement complètement fantaisiste et artistique. Alors, maman était décédée le 24 janvier 2004. Je crois que
Je garde des souvenirs extraordinaires de toi, surtout des valeurs qui n'ont pas de prix, puis que je sens que de plus en plus je porte en moi. Malgré toutes les épreuves incroyables que je t'ai vu traverser, moi, je me souviens de toi. Le matin, tu décidais que tu te maquillais et que tu disais « Oh, que le soleil est beau aujourd'hui, la journée va être belle, je suis remplie de projets, je vais faire ça, je vais faire ça. » Tu l'as pas dit, tu me l'as montré à tous les jours, tu me l'as inculqué. Et mon Dieu, si j'arrive à faire ça avec mes filles, maman, je vais avoir réussi. Je vais avoir réussi ma vie, c'est certain. Je t'aime. Derrière la façade, les filles que nous avons au studio, les femmes, en fait, ont eu des mères assez adéquates. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de cas où, en fait, la fille manque de mère, manque de pareil sur laquelle s'appuyer. Et à ce moment-là, elle vit dans une sorte de régime de trop plein ou trop vide. Elle ne sait pas, en fait, où se reconnaître. La psychanalyste Christiane Olivier, dans un livre qui s'appelle « Fille d'Ève », nous dit, au fond, la petite fille ne ressemble ni au père ni à la mère, donc elle se sent déjà dans un vide et va commencer toute une histoire de « j'ai trop de fesses » ou « pas assez de seins » ou « je suis trop intelligente » ou « pas assez intelligente » ou « trop gentille » pas assez gentille. Toutes sortes de choses comme ça. La fille commence tout un jeu pour plaire, en fait. Nathalie nous parlait de devenir consolatrice. Marcia, au contraire, nous parlait, elle, de « je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là, je vais rester en colère ». Alors, toutes sortes de façons, si vous voulez, de survivre à des enfances. C'est quoi les écueils que toi tu as rencontrés? C'est quoi les lourdeurs? J'ai trouvé que j'ai pas eu... Quand mes amis parlent de leur enfance, là, même mes sœurs, à la limite, c'est toujours beau, dans un univers douillet, il y a de l'amour, comme dans une petite maison dans la prairie. Moi, c'était pas ça. Moi, il y a vraiment deux. Il y a un avant et un après avec ma mère. Le avant, c'est de 0 à 13 ans. Je l'aimais pas, je la trouvais vraiment... j'étais en colère contre ma mère. Je détestais les adultes autour de moi, que ce soit les voisins, les parents. Je les trouvais vraiment ridicules. Tu sais, je les regardais aller puis je me disais, je peux pas croire que c'est ça la vie d'adulte. J'étais en réaction de 0 à 12-13 ans. Puis quand l'adolescence est arrivée, d'habitude, quand on est adolescent, on devient rebelle et on se révolte. Moi, c'est à l'enfance que j'ai fait ça. Alors, ce que j'ai eu à rencontrer, c'était comme de faire le deuil bien rapidement, je vous dirais à 5 ans, 6 ans, de l'idéal familial ou l'idéal émotionnel en famille. Moi, je me disais, l'amour de ma mère, puis le regard tendre et affectueux de ma mère, je ne l'aurais pas. C'est pas vrai que je ne l'avais pas, mais moi, j'avais décidé que je ne courrais pas après ça, je ne quémanderais pas ça. Moi, aller voir ma mère qui épluche des patates puis dire « Maman, tu m'aimes-tu? » Des fois, ma mère répondait « Je t'aime quand tu es aimable. » Tu sais, c'était comme, des fois, je trouvais qu'elle était dure. « Tu m'aimes-tu, maman? »« Je vous aime comme vous êtes aimable. » Puis elle continuait à éplucher ses patates, puis elle chantait, puis elle épinglait ses épingles à linge, tu sais. Fait que moi, je trouvais qu'elle était dure, mais pas non affectueuse. Alors moi, ma façon à moi de ne pas quémander, de ne pas être en dette, c'est de dire, j'en veux pas de ton amour, je n'en veux pas, ne m'en donne pas, on va chicaner, on va se confronter, mais je veux rien savoir de ton amour. Puis des fois, elle disait, mettons, j'étais en punition dans ma chambre, j'étais souvent en punition, j'ai un souvenir de mes rideaux mauves, là. Tu sais, l'été, là, quand tout le monde se baigne, là, puis t'entends les cousins, les cousines dehors, en banlieue, dans la piscine, là, puis toi, t'es dans ta Christie de chambre mauve, puis t'attends d'avoir une belle face pour sortir de ta chambre. Tu sortiras quand t'auras une belle face. Ben, je sortais pas de ma chambre. Je me disais, j'aurais pas de belle face pendant 3 jours, mais c'est pas vrai que je vais aller les yeux bouffis, là, puis faire un sourire pour pouvoir me baigner. Fait que je pouvais rester 12 heures dans ma chambre, mais c'était comme, ils m'auront pas. C'est dur comme enfant, là, tu sais. Ouais. Mais il a fallu que Lucie puisse s'ouvrir à l'idée d'aller chercher des outils. À un moment donné, ma mère est rentrée dans ma chambre, j'avais peut-être 14 ans. Puis elle m'a dit « Merci
je suis en train de faire mes devoirs, là, tu sais, avec ma musique au fond. Puis elle dit, je veux te dire merci. Elle avait fait une thérapie quelconque ou je sais pas trop. Puis là, elle avait ça comme devoir. Elle dit, je voudrais vraiment te dire merci. Là, oui, comment ça? Elle dit, merci parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Là, à 15 ans, là, hein, c'est touchant. Oui, puis elle dit, si j'avais eu que les 2 premières filles, elle dit, j'aurais été la mère la plus suffisante au monde, la plus snob au monde, la plus arrivée au monde. Puis elle dit, toi, quand t'es arrivée dans ma vie, là, elle dit, t'as tout bouleversé. Il n'y a rien qui faisait. C'était confrontant. Elle dit, tu m'as confronté. Puis elle dit, elle a eu à grandir à l'USD, elle a eu à aller voir à l'intérieur. C'est là qu'a commencé des thérapies. Tu sais, elle a vraiment été obligée de travailler certaines choses parce que, justement, je la regardais de même en voulant dire, hey, madame, ça fonctionne pas ton affaire, tu sais. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que ce qui apparaît dans cette dynamique-là, c'est comment les obstacles qu'une famille rencontre, ça aussi rend... Tu sais, tout le monde se rend service, là, tu sais. Ouais. Tu as rendu service à ta mère qui, par la suite, a pu mieux t'accompagner dans... Exactement. Je trouve ça extraordinaire, là. Je pense que comme parents, c'est très important. Ils n'ont pas le mode d'emploi. Moi, je ne l'ai pas, le mode d'emploi. Il faut aller chercher des outils, que ce soit à travers les livres, à travers des cours. En 2004, là, il y en a beaucoup d'outils qui nous sont offerts. Puis je pense que ça évite de faire des erreurs, puis ça permet un rapprochement. Sans être parfait. Parce non, que souvent, on n'a pas à être quand parfait. On devient parent, on veut aussi être parfait. Puis ça, on est toujours dans une espèce de stress. Jo, est-ce que tu Ben moi, pendant que tu parlais, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Oui. J'ai ramassé mes sous, puis je suis partie en Californie, puis j'ai fait la Californie sur le pouce, puis j'avais 17 ans. Ta mère, t'es-tu d'accord? Ben ma mère, c'est drôle, parce que je pense que je n'ai même pas demandé si elle était d'accord ou pas. Okay. Et ce que je me souviens, c'est de me sentir loin de ma mère. Ça, je me souviens d'être malade, la vomir. La première nuit où j'ai réalisé que j'étais loin de ma mère puis qu'il pouvait lui arriver quelque chose à mon père, à mes frères. Difficile, complètement difficile. En allant en Californie, tu voulais marquer une séparation. C'était le début d'une séparation pour toi avec eux, non? Probablement que c'était... c'était un grand goût de voyager, un grand goût, oui, sûrement de se prouver à soi-même son autonomie, qu'on existe, qu'on est capable de vivre sans eux. Mais rendu là-bas, je me suis rendu compte que ça me rendait pas mal malade, plus qu'autre chose. Mais que finalement, je suis arrivée. Je suis arrivée à passer au travers. Mais je suis encore quelqu'un qui, si je suis loin de ma famille, de mes parents, j'ai un sentiment de protection, un peu de me sentir s'ils sont loin, s'il leur arrive quelque chose. Je vais être inquiète, une personne inquiète. Merci beaucoup, Jo. Nathalie? Les conflits, je peux pas dire que j'ai pas vraiment eu de conflit. Je voulais tellement appartenir entièrement à ma mère. Je voulais qu'elle m'appartienne entièrement. Je la vois encore quand elle allait le soir, elle partait à ses réceptions. Elle avait ses robes de soirée, d'ambassade et son parfum et elle venait m'embrasser dans mon lit avant de partir. C'était vraiment une fée. Et tous les soirs quand elle revenait, elle venait. Elle a une douceur, une peau tellement douce. Et ces caresses là, je pense, je m'excuse, mais il y a aucune, j'ai rien retrouvé de semblable. La douceur de ma mère et de ses caresses-là, c'est extraordinaire. Est-ce qu'elle sait que ça vous a fait cet effet-là? Parce que souvent, on dit à nos mères, oh, merci d'avoir fait telle affaire. Et puis ils disent, oh, je ne me rappelle pas de ça du tout. Est-ce qu'elle sait que tu sens comme ça et que le fait de venir l'embrasser? Oui, je pense que j'en ai parlé, mais peut-être pas assez. Peut-être qu'on leur dit pas assez ces choses, mais quand elle est tombée très malade il y a 10 ans et je sais qu'elle m'a toujours tellement aidée dans ma vie, ne serait-ce que elle a quasiment élevé mes enfants, avec tous mes voyages. Elle apporte cette même douceur. Quand je vois son rapport avec mes filles, c'est comme elle était avec moi. Je retrouve c'est le même émerveillement. C'est une fée, ma mère, vraiment une fée. Et quand elle est tombée très, très malade, on nous avait appelés il y a 10 ans vraiment pour lui faire nos adieux. Le médecin a dit, elle passera pas la nuit. Elle était là, elle nous entendait à peine, elle était toute branchée de partout. Je suis allée la voir et puis j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, pour moi, ma mère est tellement forte, là, c'est comme, pour moi, elle est éternelle. Tu sais, alors, je voulais rien savoir, je voulais pas accepter ça. Je suis allée la voir puis je lui ai dit, maman, j'ai encore besoin de toi. Puis
Puis ma mère m'a dit qu'à ce moment-là, elle voyait comme déjà la lumière blanche et tout ça. Puis elle dit qu'elle m'a comme entendue. Puis elle s'est dit, elle a senti un choix. Elle dit, pourtant c'était si facile, c'était si tout de m'en aller. Elle dit, mais tu m'as dit que tu avais encore besoin de moi. Puis elle dit, je suis revenue. Oh, elle dit, elle est encore vivante. Maintenant, elle habite au-dessus de chez moi. C'est comme, elle dit qu'elle est revenue. Son instinct maternel est tellement fort. J'ai l'impression que c'est sa maternité, son sens de la maternité qui le sang a fait comme je ne sais pas, mais en tout cas, elle m'a dit qu'elle avait vraiment le choix de partir ou de revenir. Elle a senti que ça dépendait vraiment de sa quelque part un peu de sa volonté. Merci beaucoup. Moi, ça me touche beaucoup, qu'est-ce que tu racontes? J'ai l'impression je me demandais la question, combien de nos mères avaient cette fée-là en elles et n'ont pas pu l'exprimer? Tu sais, il y avait tellement de conventions, de choses qui étaient en jeu. Je me vois comme une femme étant mère. Dans cette époque-là, je me dis, bon, j'ai-tu le droit d'être ça? J'ai-tu le droit d'être cette fée-là? J'ai-tu le droit d'être être là plus doux, qui est moins pris avec, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais c'est ça, parce que sa mère, tous nos mères ont fait ci, puis ça, puis le souper, puis brasse, et ça. C'était pas... C'est que j'ai l'impression qu'on retient ce qu'on veut retenir, et que moi, je sais que j'ai choisi d'enlever le mauvais le plus possible, de lâcher prise, en fait, de tout ça, après des thérapies aussi, mais de garder que du rose. Là. Dans mon petit panier, là, il reste pas grand-chose, mais c'est rose. Écoute, ma fille adorée, la belle histoire d'amour qui unit ta mère et ta grand-mère. Il était une fois un poupon-fille sans nom qui attendait la venue d'une maman toute douce qui l'adopterait pour la vie durant. La belle enfant a vu son souhait exaucé et s'en est allée, emmaillotée au creux du cœur de celle qui la protégerait pour toujours. Leur complicité s'est intensifiée au fil des années et s'est transformée en une exceptionnelle amitié. Jamais la petite fille n'avait imaginé pareil dévouement, et pourtant, à titre de nouvelle maman, elle se promet d'en faire autant. Je t'aime quand tu es aimable. Je me suis senti loin de ma mère parce que je me demandais ce qui allait lui arriver. J'ai pris mon rôle de consolatrice. Ce sont toutes des façons, comme je le disais plus tôt, de survivre. Mais ça engage aussi ce qu'on va appeler en psychologie, la formation de certains patterns, de certains complexes, des conditionnements, des façons d'être au monde même. Hein? Nathalie joue son rôle de consolatrice pas seulement avec sa mère, ça veut dire une façon d'être au monde. Et elle va répondre à ça par l'opéra qui va lui permettre une grande expression. Donc, ça va aussi engager le fait qu'on soit proche de sa mère ou loin de sa mère, ça va aussi engager comment on va devenir mère soi-même. Est-ce qu'on même va pouvoir devenir mère? Est-ce qu'on va vouloir devenir mère d'une fille? C'est tout ça qui va se jouer. Si la relation s'est bien nouée, comme c'est principalement le cas avec nos invités, ça peut être facile de devenir mère. Et facile aussi de devenir mère d'une fille. Si au contraire la relation s'est très mal jouée, qu'elle n'a pas connu de résolution, à ce moment-là, être femme et devenir mère peut être extrêmement problématique. Alors, il y a une longue histoire entre vos mères à vous et vous devenant mère. On va prendre un bloc pour parler de ça. De vous comme mère, vous avec vos filles, parce que vous êtes toutes mères de filles, d'une fille ou de plusieurs filles. Alors, on va parler de cette transition-là. Qu'est-ce qu'elle vous a fait remarquer, cette transition-là? Les difficultés aussi que vous rencontrez dans vous comme mère vis-à-vis des filles. Alors, moi, je pense que j'ai eu des enfants un peu comme beaucoup d'autres mondes aujourd'hui, sans dire « Oh, il faut absolument que j'ai un enfant, je veux un enfant, je veux... » Tout m'arrive, je suis une personne chanceuse, et quand je décide que c'est le temps d'avoir les enfants arrivent. Alors donc, j'ai pas de mérite là non plus, et j'ai jamais dit vraiment « faut, c'est maintenant » et tout ça. Et je travaillais tout le temps. Donc, j'étais très présente à la maison, mais c'est pas comme si j'avais une vocation de mère à la maison qui pensait
au comportement de chacun des enfants différemment, puis comment que je pourrais faire valoir tel personnage plutôt que lui. Qu'est-ce que je dis à un et l'autre? Ils étaient les trois, une après l'autre, mais en fait, il y avait un petit bout entre le deuxième et le troisième, mais quand même, on travaille, comme ma mère. J'ai refait un peu ce qu'elle a fait. On travaille, on a autre chose à faire. Je veux pas m'attacher à eux. Si je suis une mère qui ne prend pas les enfants comme ça pour les squeezer, si j'ai le côté où j'ai de la difficulté à montrer les affections. Je suis pas une personne qui dit « je t'aime beaucoup ». Je trouve que j'ai peut-être mon erreur. En fait, à un moment donné, j'étais sûre que j'avais raté mes enfants parce que rendu à l'adolescence, ça prenait de la... Quel âge que tu avais quand tu as eu ton premier enfant? 28. J'ai 28 ans. Puis oui, c'était le parfait temps. Puis il y a un autre quelques années plus tard. Puis il y a 7 ans plus tard. Pareil comme... Ces gens-là ont quel âge maintenant? Hein? C'est ça. Ils ont 25, 23 et 17. Je trouve que si j'ai fait quelque chose de pas correct, vraiment, ça aurait été de ne pas avoir parlé du sexe spécifiquement, pas l'amour, le sexe, assez tôt, parce que c'est difficile de savoir quand est-ce qu'on le dit, parce que si tu le dis trop tôt, mais là, ils te regardent comme si tu viens de quelle planète. Mais quand c'est fait, tu le sais pas, parce que c'est comme, ça arrive quand ils sont prêts, puis quand ils sont prêts, bien là, c'est trop tard. Mais je les ai laissés là à partir de ce moment-là, quand, en fait, il y aurait peut-être eu, d'après ce que je comprends, il y aurait peut-être eu besoin de moi plus. Moi, le temps où je me trouve efficace, c'est maintenant. Après l'adolescence, quand ils reviennent du monde, des expériences. Ils sont redevenus du vrai monde qui te sourit puis que tu les reconnais et tout. Alors, et là, je suis vraiment là. Je pense que je suis encore plus là et j'aime mieux ça que quand elles étaient jeunes. C'est fabuleux. J'ai pris 400 000 photos et qu'on a fait des milliers d'affaires ensemble et les encouragements. C'est pas ça qui me manquait. C'est juste que je trouve que c'est maintenant que je peux être plus proche et ça semble fonctionner. Devenir mère, c'était difficile pour toi? Non, je me souviens, à l'âge de 4 ans, j'avais hâte d'avoir des enfants. Pour moi, c'était comme une priorité toute ma vie. J'ai toujours aimé les enfants. La petite enfance, c'est vraiment mon domaine. J'adore cette époque de la vie. Je m'entends très bien avec les tout-petits jusqu'à l'adolescence. Après ça, moi, j'ai été complètement traumatisée. On parlait de traumatisme tout à l'heure, mais mon traumatisme, ça a été l'adolescence de ma fille aînée, qui a maintenant 20 ans. Dieu merci, je sais ce que tu veux dire. Oh God Almighty. C'était comme... je ne l'ai pas vu venir, parce que d'abord, moi, j'ai pas eu une adolescence rock'n'roll. J'ai jamais pris de drogue de ma vie. J'ai même pas fumé un joint. Je sais pas ce que c'est. J'avais des highs avec la musique, puis le chant, puis l'opéra et l'imagination. Donc, j'ai jamais été... Je les trouvais tellement plates, les gens qui faisaient comme là, se passaient le joint, puis ils avaient... Il n'y a rien. Moi, j'aime la vie, que ça bouge, que ça s'exprime, que ça... Mais j'ai eu une party girl. Florence, là, c'est une fille, là, qui aime les parties, une fille débordante d'énergie, une passionnée, une curieuse, elle aime l'aventure, elle aime le voyage, elle aime parler aux gens, tout. Et là, c'est une force de la nature. Et avoir ça entre les mains, c'est comme... Qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis elle a tellement un caractère fort que c'est comme si elle avait toujours raison. Je me laissais bouffer par la force de son caractère. Elle disait, c'est comme ça. Puis bon, j'essayais, oui, mais Florence, t'oublies pas de m'appeler quand t'arrives. Hein? Puis je veux savoir où tu es. Ben, ça, au moins, elle m'appelait toujours quand elle était quelque part. Ça, on l'avait dit dès le départ, parce que ma mère était comme ça avec moi. Puis j'ai très bien compris. J'ai eu une période où je voulais plus appeler ma mère quand j'arrivais quelque part parce que j'avais honte, là. Mais maintenant que j'ai des filles, je sais ce que ça représente. La relation que j'ai voulu établir avec mes filles, c'était pas une relation d'amitié. J'ai aimé, moi, que ma mère soit pas mon amie, ma confidente. Mes amis, mes confidentes, c'était mes amis de mon âge. Puis j'aimais à l'adolescence, là, j'entends, j'aimais cette sécurité-là que ça me procurait d'avoir une mère qui n'était pas mon amie. Moi, je n'aurais pas voulu que ma mère me raconte sa vie sexuelle, puis ses problèmes, puis je voulais rien savoir de ça. Maintenant, oui, j'aime avoir ce rapport-là avec ma mère, deux femmes ensemble qui jasent et tout ça, mais
Quand j'avais 14-15 ans, là, ce dont j'avais besoin, c'était d'une mère qui avait des balises puis qui me les imposait. Puis qui me disait, non, ça se fait pas. Ou non, quand tu invites un gars à la maison, il y a telle règle. Puis ça m'écœurait. Mais j'aimais ça. J'aimais ça inconsciemment. Puis j'ai tellement aimé ça que je fais ça maintenant avec mes filles. Et ça ne va pas sans heurts et sans conflit. Et je me rends compte que c'est beaucoup plus facile, ce serait beaucoup plus facile d'être super cool, de fumer des joints avec ma fille, d'aller porter des condoms sur un plateau avec un plat de chips. Mais c'est pas ça que j'ai envie d'être comme mère. Tu sais, je fournirais pas les condoms, le pot pourri, puis dire « Salut les jeunes, je reviens à minuit ». Tu sais, ça me tente pas, ça. Parce que c'est pas selon mes valeurs. Puis je me rends compte avec ma fille de 17 ans que ça m'a bouffé beaucoup d'énergie, ça, depuis 4 ans, premièrement, d'être très présente. Moi, je suis très consciente que ma carrière, là, je serais rendue beaucoup plus loin professionnellement si j'avais pas mis tout ce temps-là. Et ce n'est pas un regret, c'est un choix que j'ai fait d'être là, d'être présente, de travailler de la maison, d'aller les chercher à l'école à 3 heures tout le temps. Fait que présente, pas une mère poule, mais une mère qui joue un rôle que je trouve très difficile à tenir. Et j'ai hâte, moi aussi, j'ai très hâte que ma fille parte pour aller têter une tisane avec elle un après-midi, puis jaser. Là, je suis dans un rôle qui me ressemble pas nécessairement, là. Parce que si ça me ressemblait, là, j'aurais 2 pieds sur la table, là, puis on aurait du fun, là, puis on serait en pyjama toute la journée, puis on jaserait. Ça, je me permets de le faire. Mais j'ai un autre rôle à tenir qui a un impact à long terme sur sa vie. Je parle plus de la plus grande, là. La plus petite, c'est autre chose, là. C'est plus de la logistique et tout ça. Mais je trouve ça très difficile, sachant l'impact que ça peut avoir et sachant l'importance du rôle que j'ai à tenir. Donc, concrètement, c'est d'être disponible quand elle a une peine d'amour. Il peut être 10h30, elle va arriver dans ma chambre, puis là, c'est parler. Mais c'est pas juste d'être confidente. C'est aussi de donner des balises, de dire, écoute, je trouve ça trop jeune, moi, 14 ans, pour une relation amoureuse, puis je cautionnerai pas ça. Tu peux commencer à faire l'amour si tu veux à 14 ans, mais moi, comme mère, c'est pas vrai que je vais aller avec toi par la main au CLSC dire « Nous voulons la pilule pour notre famille ». Non, je suis pas d'accord que tu prennes la pilule à 14 ans. C'est dur en Moses comme mère en 2003 de dire « Tu prendras pas la pilule à 14 ans parce que je crois pas qu'à 14 ans, tu es prête et tu es mûre pour avoir une vie sexuelle et avoir une vie conjugale en priorité dans ta vie. » Mais je vous dis que ça sème des conflits, ça. Mais c'est pas facile, le rôle de mère, surtout à l'adolescence. Puis c'est pas en termes de « je ne veux pas reproduire ce que ma mère a fait ». Au contraire, je trouve ça magnifique ce qu'elle a fait. C'est moi, là, comme femme, là, puis mes valeurs, puis cette fille-là qui va devenir une femme, qu'est-ce que j'ai envie de lui transmettre? Qu'est-ce qui est important que je lui transmette? Puis tenir son bout, puis donner du temps, puis c'est quelque chose. C'est plus facile de dire « Regarde, je laisse aller, je suis cool ». Je veux pas être une mère cool, moi. Je veux être une mère qui fait son travail de mère. Je considère ça comme un travail. Il y a toute la notion de plaisir dont je vous parle pas, là. On a du plaisir, mais il y a un travail à faire. Une fonction. C'est exigeant. C'est un rôle. Une mission, je dirais. Okay. J'ai une mission à accomplir, puis je veux l'accomplir comme il faut, mais pas en termes de performance, en termes d'offrir... mon héritage, je veux l'offrir là, mais c'est en termes de valeur. Après ça, elles feront ce qu'elles veulent avec ça. Je ne veux pas imposer, mais je veux créer un environnement propice au développement de valeurs qui seront les leurs à un moment donné, mais j'ai envie de donner ça. Ce que tu ne sais pas, et que tu ne sauras probablement pas avant d'être toi-même une maman, si tu choisis de l'être, c'est que ce n'est pas facile du tout. Oui, je l'avoue, ce n'est pas évident de lâcher la main de son enfant pour qu'il marche tout seul. Il y a toujours une petite voix en moi qui me retient, qui me fait me demander si tu es assez grande pour faire ceci ou cela, si je ne devrais pas t'aider ou t'accompagner. Bref, qui me fait douter de tes capacités à te responsabiliser et des miennes à te laisser aller. Et toi, tu me demandes de te lâcher la main un petit peu plus souvent, bref, de voir que tu es une grande. Mais tu sais, Héloïse, je le vois que tu es une grande, et de plus en plus grande. Tu es mon amour et ma fierté. Je te trouve belle, sage, franche et honnête. Alors s'il te plaît, continue de me ravir et de me faire grandir. Moi, de mon côté, je te promets de toujours t'accompagner, de te respecter, mais aussi de te chicaner et surtout, surtout, de t'aimer.
bien sûr, avec la puberté, l'adolescence, on a souvent, comme Judy, l'impression, la peur d'avoir raté ses enfants. En fait, il n'y a pas moyen de réussir ses enfants, ni de les rater. C'est une rencontre. Et bien sûr, il y a des maladresses, il y a des ignorances, et les enfants, et même les conflits qui naissent avec les enfants, sont là pour que chacun puisse apprendre. C'est ce qu'on va regarder dans le 4e bloc, c'est qu'est-ce que nos invités ont appris de la relation avec leurs enfants. Pour les mères ou les filles qui rencontrent des écueils avec leur mère, ou les mères qui rencontrent des écueils avec leurs filles, c'est quoi les trucs de la route, là? Qu'est-ce que vous avez... Moi, je vais commencer parce que j'ai très peu de choses à dire. Et je pense que c'est Yvon plutôt qui l'a dit. Si on aime nos enfants, s'ils se sentent aimés et encouragés dans n'importe quel conflit, parce qu'on n'est pas... C'est très difficile de comprendre chaque enfant puis figurer c'est quoi que celui-là a besoin en ce moment, parce que souvent, ce qu'ils demandent, c'est pas ça qu'ils veulent. Où est le bobo? C'est pas là qu'il est le bobo. Alors, c'est très difficile. Mais s'ils se sentent épaulés, encouragés surtout, et toujours aimés, je pense qu'on a fait notre job. Jo? Et mon Dieu, mais j'ai l'impression de l'avoir dit, mais comme tantôt tu disais, c'est vrai qu'on a un amour complètement sans borne pour nos enfants. Je sais pas quel mot utiliser. Puis que quand ils sont tout petits, au début, on a de la difficulté à entrer dans le système de la discipline. Et effectivement, pour nous, parents, des fois, on a l'impression que l'amour va pas avec la discipline, va pas avec les encadrements, va pas avec se fâcher, va pas avec le négatif de ça. Mais c'est curieux à dire, un enfant se sent aimé quand il sent... Parce que veut pas, dans la discipline, comme on le dit, dans la discipline, dans l'encadrement, c'est du temps qu'on leur donne. C'est de l'exigence. C'est vrai que c'est tellement facile de dire toujours oui, mais la journée où tu leur dis non, puis qu'ils te fait une crise à l'épicerie, puis que tu as l'air complètement fou, mais que tu n'en achèteras pas de ça, si tu as dit non, on achètera dans 2 semaines, mais là, j'en achète pas, puis qu'ils se roulent à terre, tu dis, ben c'est ça, excusez-moi, je peux en acheter, puis il est fâché. Ça, mais c'est drôle, parce que c'est justement, on veut être aimé, et c'est pour ça que c'est difficile de dire non. Parce c'est plus facile de dire oui. C'est plus facile d'attacher les souliers, c'est plus facile de leur donner tout, et de faire faciliter toute leur vie, puis dire « everything's OK, c'est beaucoup. Ils nous aiment, mais finalement... Mais t'as raison, parce que je pense que c'est ça le plus difficile au début, là. En tout cas, moi, ce que j'ai trouvé difficile au début dans la discipline, c'est que j'avais l'impression qu'ils m'aimeraient plus, tu sais. Ils m'aimeront plus parce que je me fâche, ils m'aimeront plus parce que j'ai des bas. Puis aujourd'hui, je vois, après tout ce temps-là, que mes enfants, ils aiment que je sois comme ça. Puis je pense qu'ils ont besoin de ça, puis ils sentent beaucoup d'amour à travers ça. Oui, parce que ça prépare l'autonomie. Hein. Quand tu fais mal à l'enfant de ne pas t'aimer, ou même de te détester, de te haïr parce qu'il n'est pas d'accord avec toi, ça lui permet, lui, d'être en distance. Tout à coup, de prendre une distance. Je ne veux pas être comme ma mère, je ne veux pas être ma mère, je déteste ma mère. Ça lui permet, bien sûr, dans le cadre de l'amour dont tu parlais, ça lui permet de prendre une plage d'autonomie. Parce que c'est aussi la meilleure façon de préparer à la réalité, parce que quand ils sortent là, de la famille, ils n'ont pas tout ce qu'on veut, là, tout ce qu'ils veulent. C'est impossible. Il y a des épreuves et tout ça. C'est une vie. Nathalie? C'est bon? Ben, quoi ajouter à toutes ces choses si vraies, si profondes? Un petit truc. Ma mère, quand j'étais petite, elle me parlait toujours de ma petite voix intérieure. Elle me disait, écoute ta petite voix intérieure, écoute-la. Puis ça m'a vraiment aidée à travers toute ma vie. Même encore aujourd'hui, quand j'ai un doute ou quelque chose, c'est comme dire, OK, arrête-toi, puis écoute-toi. Ça rejoint un petit peu la même chose. Donc ça, je le dis à mes enfants, écoute ta petite voix intérieure. Et puis aussi de leur dire, je te fais confiance, je te fais entièrement confiance. Je sais que tu es capable. Alors ça aussi, je trouve que au lieu de toujours avoir peur de oui, mais fais attention, moi, il faut que je me parle avant, et je dis-leur que tu leur fais confiance. Je te fais confiance. Mais on dirait que ça leur... C'est ça. Non, j'ai appris. Et puis, une autre chose, c'est l'humour. Moi, je trouve que l'humour dans une relation, c'est tellement extraordinaire. Tu sais, comme... je sais pas ce qui s'était passé. Une fois, j'avais ma petite qui avait comme... Mon chum m'avait crié à un moment donné, puis je voyais la petite qui avait comme un peu peur. Alors, je lui ai dit, oh, il y a de la voix, papa, il devrait faire de l'opéra. Puis là, elle est partie à rire. C'est comme, ça avait pas, juste une petite... C'était pas pour... c'était comme lui, après ça, il s'est rendu compte qu'il y avait... Mais quand devant une situation, il y a comme... on voit qu'un enfant
à une crainte ou quelque chose. Je trouve que l'humour vient dédramatiser, pas la moquerie, vraiment l'humour. Ça vient dédramatiser beaucoup de situations. Puis après, on est plus capable, ou si moi-même, je fais une erreur, je fais quelque chose, puis je m'imite moi-même. Ah oui, maman était comme ça. Oh, ben là, les enfants, vous connaissez. Puis je fais comme un gros personnage. Puis là, elles partent à rire. Puis c'est comme si ça... là, je peux leur parler. Je dis, ben je m'excuse. Oui, j'ai vraiment exagéré. Puis je dis, fais-le encore. Ça leur fait du bien de voir que nous-mêmes, on est capable de voir nos erreurs et de les tourner de les transformer, de les... Oui, c'est la légèreté profonde. Moi, je dirais avec mes petites recommandations, 3 choses. Première chose, ne jamais être très loin de sa propre enfance et de sa propre adolescence. Moi, ça m'aide beaucoup. Des fois, quand je comprends plus ma fille, là, je me retire dans ma chambre au rideau mauve. Je me retire et je me dis, OK, toi, là, t'as 13 ans, là. Puis, OK. Puis là, je peux vraiment me mettre dans sa peau, comprendre. Ça veut pas dire que je vais permettre ce qu'elle veut, mais l'état. Tu sais, quand on est adolescent, là, recontacter ça, moi, ça me permet de prendre un recul et d'être empathique par rapport à elle. Oui, première chose. Deuxième chose, moi, Thomas Garden, qui a écrit Parents efficaces et qui est le père de l'écoute active et du message « je », c'est des techniques tellement efficaces chez les enfants. Là. Exemple, ton enfant se roule à terre parce que il veut pas rentrer. Il est rendu 7 heures le soir, il faut qu'il vienne prendre son bain. Moi, je le fais avec ma petite, là, ça fonctionne, c'est quasiment magique. Là, elle se roule à terre, elle veut pas rentrer. Au lieu de dire, ben là, il faut que tu rentres parce que là, tu vas être fatiguée. Je fais juste dire, t'aurais donc aimé ça, toi, Madeleine, hein? Rester jouer dehors toute la nuit. Elle fait, elle se lève debout, c'est fini. Donc, des techniques d'écoute avec les enfants, il y en a, et ça fonctionne très bien, ça. Et de cesser de toujours conseiller quand on écoute. Ben, tu devrais faire ci, puis tu devrais faire ça, puis pourquoi tu n'as pas pensé à ça? Moi, j'ai arrêté il y a quelques années de donner des conseils. C'est tellement plus reposant et ça permet à mes enfants d'aller trouver leurs propres solutions. Souvent, elles vont rejaillir au bout d'une heure. « Hey, maman, j'ai pensé, je vais appeler telle personne. » Vas-y. Puis la troisième chose, c'est le soutien des gens autour de nous. Ma mère, moi, est très impliquée dans l'éducation de mes enfants. On demeure pas loin. C'est comme mon coach. Je vais l'appeler, je vais dire, là, maman, là, telle chose. Puis là, d'avoir un regard extérieur familial de quelqu'un qui n'est pas impliqué émotionnellement, mais qui a une sagesse, une maturité et qui peut non seulement donner des conseils, mais avoir un portrait global de la situation et une mémoire familiale. Ça, on sous-utilise ça. Ma mère est une mémoire, elle va dire, souviens-toi, il y a 3 ans, tu avais dit telle chose à ta fille, puis souviens-toi que à chaque automne, Adèle est plus fatiguée. C'est très, très salutaire, ça, d'avoir des gens autour de soi qui nous donnent des pistes. Puis moi, je voudrais ajouter à ce qu'elle dit, ce que tu dis, Marcia, c'est que effectivement, les besoins de l'enfant, c'est pas qu'ils ont tous besoin d'être satisfaits, ils ont besoin d'être entendus. Et c'est ça que tu dis à ta fille quand tu aurais aimé ça passer toute la nuit dehors à jouer. Oui. Bon, bientôt, on va aller prendre notre bain maintenant. Elle est entendue. Parce que l'enfant, il réclame d'être entendu. S'il est entendu, le besoin pas nécessairement d'être satisfait. C'est comme nous, on a une pulsion de quelque chose, puis des fois, on lutte contre nos propres affaires, puis tout à coup, on s'arrête juste s'entendre un petit peu et dire « OK, là tu aimerais mieux faire d'autres choses, c'est sûr, là, mais il faut qu'on ait une journée à finir. » Et juste s'entendre. J'aimerais mieux me faire masser, là, franchement. J'aimerais mieux être à la piscine ou quelque chose. Juste s'entendre et dire « OK, c'est correct, on essaiera de faire un peu pour ça plus tard. » Ça permet de pouvoir continuer. Les besoins ont besoin d'être entendus, pas toujours d'être satisfaits. C'est très important. Moi, je voulais vous remercier. J'ai l'impression de rencontrer 4 mères très créatrices qui ont eu des mères très créatrices aussi. Et pour moi, ce qui me semble, en tout cas en tant que psy, c'est de vraiment permettre à l'enfant de rester dans son élan créateur. C'est une des façons de l'aider le plus, donc en l'aimant, en le balisant, en permettant de parler au jeu et de connaître ses sentiments. Je vous remercie infiniment. Ben, merci. Écouter sa voix intérieure, ne pas oublier l'humour, écouter plutôt que donner des conseils, se souvenir de soi, enfant, parler au jeu, oser s'expliquer à l'occasion, oser mettre des limites, oser apporter une discipline, soutenir, encourager, porter l'élan avec l'enfant. Autant de conseils fantastiques, qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut ajouter que de toute façon, il y aura bien sûr des maladresses,
des ignorances, des choses qu'on vient apprendre parce qu'on est dans le même courant vital. Les enfants viennent nous rencontrer, on les rencontre et tout le monde apprend quelque chose. Peut-être pas trop se figer dans un rapport parent-enfant, mais savoir qu'on est les instruments de la vie dans ce grand rapport-là et que tout le monde, de toute façon, est lancé dans l'amour.